grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, de la Banque nationale, du ministère de l'Éducation du Québec et du gouvernement du Canada, cette série nous permet d'explorer notre passé et de découvrir nos origines. Dès le début de la Nouvelle-France, des explorateurs se sont aventurés dans l'Amérique profonde à la recherche de la mer de Chine. Sans jamais mesurer l'immensité du nouveau continent, ils cherchaient à en percer le mystère en le parcourant de la Louisiane à la baie d'Hudson et du Saint-Laurent aux montagnes rocheuses. Nous nous proposons aujourd'hui de suivre les chemins qu'ils ont empruntés et de voir avec leurs yeux ce qu'ils ont vu. En Nouvelle-France, le coureur de bois et l'explorateur se retrouvaient souvent dans la même personne. Si on essayait de faire un portrait robot de l'explorateur, on verrait que ça prend un type d'une force physique remarquable, capable de marcher ou de pagayer, parfois sur des milliers de kilomètres. Il devait aussi avoir la force nécessaire pour porter son canot et ses bagages lorsqu'il devait faire un portage. Ça devait être aussi un tireur d'élite, parce qu'il fallait qu'il résiste aux attaques surprises des Indiens ennemis. Il fallait aussi qu'il puisse supporter les maringouins. Ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore résolu. Mais je pense qu'une de ses principales qualités, c'était celle d'être un bon communicateur. Lorsqu'il entrait en contact avec une nouvelle tribu, il lui fallait l'apprivoiser. Non seulement l'apprivoiser, mais aussi se faire comprendre. Ce qui fait que certains explorateurs pouvaient parler 10 ou 15 dialectes. Même Nicolas Perrault en parlait plusieurs dizaines. Avant l'arrivée des Blancs, nous étions partout en Amérique. Pourtant, des explorateurs à la peau pâle et à la barbe raide appelèrent découvertes des régions que personne n'ignorait depuis des millénaires. Les 5 nations iroquoises, les Mohawks en particulier, parlent une langue uto-aztèque qui est originaire du golfe du Mexique, donc définitivement qui sont venus du sud vers le nord. Mais il faut expliquer aux gens aussi qu'entre un Mohawk du groupe iroquoien et un Cri du nord du Québec, par exemple, du groupe algonquien, il y a autant de différences qu'entre un Turc et un Français au niveau de la culture et de la langue. En somme, il fallait qu'il soit un meneur d'hommes. Quelqu'un qui a le sens de la diplomatie, qui a le sens aussi de la culture, pour être capable d'apprécier les gens qu'il racontait. Et il fallait, en quelque sorte, qu'il soit un surhomme, un Ashira, pour employer un mot d'une langue amérindienne. Le premier explorateur à atteindre la région des Grands Lacs en remontant la rivière des Outaouais, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Son nom, Étienne Brûlé. Étienne Brûlé naît près de Paris. Il arrive à Québec en 1608, l'année de sa fondation.
Il va tout de suite vivre chez les Algonquins dont il apprend la langue. Il parle l'algonquin et le huron. Nous sommes alors en 1615. Depuis un an, il travaille pour une compagnie de fourrure. Il a vécu chez les Hurons dont il a appris la langue. Il est donc devenu un truchement, c'est-à-dire un interprète. Champlain est vraiment émerveillé par lui. Il revient habillé à la sauvage, selon leur pays, et me laisse entendre tout ce qu'il a vu au cours de son hivernement et ce qu'il a appris des sauvages. Il avait appris le huron. Je serais surpris qu'il ait connu d'autres langues. Parce que l'algonquin, il n'en avait pas besoin. C'était les Hurons qui avaient la maîtrise du commerce. Et non pas les Français à ce moment-là. À un moment donné, Étienne Brûlé va servir d'interprète entre Champlain et des Hurons qui sont venus faire la traite des fourrures. La négociation se fait au camp des Hurons, situé au-dessus des rapides de la Chine. Il va falloir maintenant les franchir, ce qui est extrêmement dangereux. Étienne Brûlé l'a déjà fait, les Hurons le font aussi régulièrement. Champlain, à ce moment-là, fait comme les Hurons. Il monte dans un canot et là, on lui dit qu'il peut arriver que le canot chavire. Le problème, c'est que Champlain ne sait pas nager. Champlain se dit en lui-même, il va falloir que je réussisse parce que les Amérindiens admirent le courage et ils n'aiment pas du tout les lâches. Heureusement, Champlain réussit l'exploit. Les Indiens admirent son courage. Il faut dire que Champlain avait un collaborateur remarquable, le canot des Corses. C'est un chef-d'œuvre, ça. C'est incroyable comme efficacité, comme utilisation d'abord d'une matière première qui existe à peu près partout et qui soit si bien adapté à un continent plein de rivières, de lacs, mais aussi qui est immense et qu'il faut parcourir parfois à pied, pour sauter d'un lac ou d'une rivière à une autre. Alors, cette embarcation combinait une suffisante rigidité tout en ayant aussi une légèreté extraordinaire. Une possibilité de réparation qui se faisait partout. On n'avait pas besoin d'aller chez le quincaillier pour réparer un canot. On avait toujours ce qu'il fallait alentour. Étienne Brûlé était non seulement un coureur de bois, mais aussi un coureur de jupons. C'est un type qui aimait beaucoup l'aventure. Et d'ailleurs, le frère Sagard a raconté une de ses aventures qui est digne d'un film d'Hollywood. Si les Iroquois nous eussent pris, nous autres religieux, ils nous auraient pour première torture arraché la barbe, comme ils le firent en premier à Brûlé, le truchement qu'ils pensaient faire mourir et qui fut miraculeusement délivré par la vertu de l'agneau de Dieu qu'il portait pendu à son cou. Comme ils pensaient le lui arracher, le tonnerre commença à gronder avec tant de furie, d'éclairs et de bruit qu'ils en crurent être à leur dernière journée. Tout épouvantés, ils le laissèrent aller. On ne sait pas combien de fois Brûlé a échappé à la mort. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est allé faire la traite des fourrures avec les Anglais et qu'il s'est même rendu à Albany. Il a passé ses dernières années un peu à l'intérieur du continent, chez les Hurons, mais il a voyagé, il est allé chez les Andastes. Et puis, il a peut-être traversé le lac Erie même, mais ça, on ne peut pas l'assurer. On ne peut pas qualifier Étienne Brûlé d'explorateur type. C'est plutôt un aventurier. Pour moi, le premier qui mérite ce titre-là, c'est Jean Nicolet. Jean Nicolet de Belleborne arrive à Québec en 1618. Il est à l'emploi de la Compagnie des marchands de Rouen et de Saint-Malo, qui a le monopole de la traite des fourrures. Mais ce n'est pas la traite qui l'intéresse. Il veut devenir un truchement, un interprète. Il se rend chez les Algonquins de l'île aux Allumettes pour apprendre leur langue et leur dialecte. Après, il ira vivre chez les Hurons. De sorte qu'il va devenir un truchement extrêmement important, ce qui amène Champlain à lui ordonner.
Allez par l'ouest et vérifiez les renseignements que j'ai recueillis concernant la mer de Chine qui, selon les Indiens, est à proximité de la baie des Puants. Les compagnons de Nicolet sont peu enthousiastes à rencontrer une nation dite des Puants. On parle aussi des Winnipigous ou des Winnebago. S'agit-il de la même nation? On ne sait trop. Toujours est-il que plusieurs groupements amérindiens portent le nom de Puants. Quand Nicolet part, il part pour se rendre jusqu'en Chine. Malgré les longs jours qui passent, aucun doute ne l'effleure. La mer de Chine est toute proche. Il a la certitude d'être sur le bon chemin. La rencontre avec le Grand Khan est pour bientôt. Et c'est pour ça qu'il se fait coudre une robe de soie, une robe de mandarin, sur lesquelles il a fait broder des fleurs et des oiseaux multicolores. Mais plus il avance, plus la Chine s'éloigne. Les Indiens lui parlent d'un autre pays éloigné où vivraient d'autres hommes blancs, la Floride. Il avait vécu avec une Indienne, il avait eu une petite fille, il a amené sa petite fille avec lui et qu'il a fait instruire par les Ursulines et qui va se marier à un Français plus tard. Mais seulement aussitôt après son arrivée à Trois-Rivières, qui était le lieu de la traite de Trois-Rivières, il ne faut pas l'oublier, et c'était pas Québec, c'était Trois-Rivières. Alors, aussitôt après son arrivée à Trois-Rivières, Champlain le renvoie, à la demande des Hurons d'ailleurs, pour faire la paix avec quelques tribus algonquines qui faisaient des difficultés du côté du lac supérieur. Ils passèrent par quantité de petites nations. Lorsqu'ils y arrivaient, ils fichaient 2 bâtons par terre auxquels ils pendaient des présents, afin d'ôter à ces peuples l'idée de les massacrer. Alors, il avait découvert par conséquent le lac Nipigon, le lac supérieur, démonté par le lac supérieur, de remonter la rivière alors que la tradition historique dit qu'il a découvert le lac Michigan et la baie des Puants. Les Winnebago, c'étaient bien des Puants. Ils sont stupéfaits par l'arrivée de Nicolet et, sans doute à cause de sa robe multicolore, le prennent pour un demi-dieu. La tribu lui organise un formidable banquet auquel assistent 4 à 5 000 personnes. Il y a un missionnaire jésuite qui fait partie du groupe et lui pense qu'on approche la Chine. L'odeur des marécages dont cette baie est environnée a quelque chose de celle de la mer. Il est difficile qu'il se passe sur la mer des coups de vent plus impétueux que ceux de ce lac, avec des coups de tonnerre extrêmement violents et presque continus. Mais encore une fois, c'est la déception. Il ne rencontre pas de mandarin, ne rencontre pas le Grand Khan. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la mer non plus. Mais Nicolet a quand même rempli sa mission. Il est le premier à avoir pénétré aussi loin à l'intérieur du continent nord-américain. Il est le premier à avoir exploré le nord-ouest des États-Unis. À l'encontre de quelques autres explorateurs qui étaient des coureurs de jupons, Jean Nicolet a toujours été exemplaire. Il a toujours respecté énormément la culture des Autochtones, qui le lui rendait bien d'ailleurs. Ils vont mourir en 1642. Noyé. Son canot avait chaviré. Il ne savait pas nager, lui non plus. La Compagnie de Jésus, les Jésuites, est un ordre religieux très puissant au XVIe et XVIIe siècle. Il est de toutes les conquêtes et de tous les changements politiques. Son supérieur s'appelle le Pape Noir. La mission des Jésuites ici en Amérique est d'évangéliser le plus d'Amérindiens possible. Ils se mettent donc tout de suite à explorer le territoire à la recherche d'une tribu amicale à convertir. Bien qu'ils soient un ordre religieux, les Jésuites sont à la fine pointe de la science.
Parmi eux, on trouve les plus grands scientifiques. Ils s'intéressent à la nature, à l'observation astronomique, ils s'intéressent à la météorologie, et c'est grâce à eux qu'on va découvrir certains aspects de la vie quotidienne des Autochtones. Déjà, les Jésuites avaient une expérience de l'Amérique et puis le père de Brébeuf avait passé 3 ans chez les Hurons. Les Hurons sont sédentaires, comme vous savez. Ils bâtissent des maisons, ils vivent en village et puis ils cultivent leurs champs en dehors de leur bourg. Alors, ils étaient plus faciles. Et c'est pourquoi les Jésuites vont partir de Québec dès 1600. C'est-à-dire, ils veulent partir dès 1633 de Québec. Parce qu'ils sont prêts à partir dès 1633. Mais les Algonquins vont les empêcher de partir. Alors, ils partiront en 1634 pour monter chez les Hurons. Vous savez quelle distance? C'est à la baie Georgienne. C'était pas facile. Aller commencer des missions aussi loin de tout poste français, de tout ravitaillement français. Ils vont avoir avec eux des instruments scientifiques, des télescopes, des lentilles, des aimants. Ils vont noter les nouvelles plantes qu'ils ne connaissent pas, les nouveaux remèdes utilisés par les Amérindiens. De sorte qu'on va apprendre par eux toutes sortes de détails, grâce à un écrit qu'ils sont obligés de faire chaque année. Chaque jésuite est dans l'obligation, une fois l'an, d'écrire une lettre dans laquelle il raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu. Cette documentation est extrêmement riche. On est chanceux de l'avoir. Il n'y a pas de mission que je connaisse qui ait eu une organisation, une diffusion semblable. 40 volumes en 40 ans, c'est rare. Ça, on ne trouve pas ça nulle part. C'est donc extrêmement important, parce que c'est dans ça qu'on va trouver des descriptions de nouvelles tribus, leur mode de vie, leurs coutumes. Ensuite, on va trouver aussi la description de toutes sortes de cérémonies. Le festin des morts, la première description, on l'a dans les relations des Jésuites. Celui qui va mourir fait une invitation à ses amis et leur offre un festin, auquel d'ailleurs il ne participe pas parce que celui qui offre un festin ne mange pas. Alors, tous ses amis mangent, et puis il leur fait ses adieux, et puis il dit qu'il va mourir, c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent, puis c'est ça le festin des morts. Le vrai festin des morts, c'est celui-là. Certains anthropologues aujourd'hui nuancent beaucoup ce qu'on trouve dans les relations, disant que ces bons pères avaient tendance à exagérer parfois la vérité. Mais à la fin du 19e siècle, Parkman, un historien américain, considère les relations des Jésuites comme la source incontournable si on veut reconstituer l'histoire de la Nouvelle-France. Je vois pas pourquoi ils auraient essayé de tromper.
On va dire, au 18e siècle, on va dire qu'ils ont exagéré, qu'ils ont fait... C'est qu'à ce moment-là, ces gens-là répètent des versions traditionnelles à Paris. L'opinion qu'on avait à Paris sur le Canada. C'est un pays où des filles de joie, de toutes sortes de choses comme ça, où s'en allaient les gens perdus de mœurs. Ça, c'était ce qu'on pensait à Paris. Et on le pensait pendant que les Jésuites faisaient des missions chez les Hurons. Chaque fois qu'un jésuite aborde une nouvelle tribu, il veut convertir ses membres au catholicisme. Mais les jésuites font très peu de conversions. Ils baptisent surtout des vieillards, des enfants, des mourants. Le gouverneur Frontenac, qui n'aimait pas beaucoup les jésuites, dit « Mon avis, messieurs, c'est que nos bons pères jésuites convertissent beaucoup plus rapidement les castors que les sauvages. » Quand Brébeuf est mort, on comptait qu'on avait fait 8000 conversions. Un grand nombre des conversions s'est fait à la dernière minute, en réalité, à l'île aux chrétiens, l'île d'Awendou, dont on parle, où ils ont passé le dernier hiver, d'ailleurs, dans une disette, une famine épouvantable. Pour bien des Amérindiens, la présence dans leur tribu de missionnaires représentait une menace. Là, vraiment, il va y avoir un choc culturel entre les Amérindiens et les Français. Les Indiens ont déjà leurs propres croyances, leurs propres dieux, leur façon à eux d'imaginer la vie dans l'au-delà. Ce sont des êtres entiers qui ne veulent pas se définir par rapport à une autre culture. Il y avait certaines similitudes dans l'enseignement chrétien par rapport à certaines des légendes algonquiennes. Ce qui a fait que les peuples algonquiens se sont christianisés peut-être plus rapidement que d'autres. Il y avait, dans les contes algonquiens, il y avait le grand déluge, il y avait tous les cataclysmes mondiaux que vous retrouvez dans la Bible et dans l'Évangile, s'étaient retrouvés dans les croyances autochtones. Mais ce qui a le plus fait mal aux Iroquoiens, par exemple, c'était de constater qu'il y avait différents enseignements. Ils étaient exposés, eux, aux anglicans, aux protestants, ils étaient exposés à tous ces missionnaires qui venaient d'un peu partout et qui semblaient tous lire le même livre, mais en avoir des versions différentes. Et ça froissait beaucoup les Iroquoiens qui disaient, le jour où vous serez tous d'accord, peut-être est-ce qu'on croira à vos enseignements. Le sacré, c'est un ensemble de contradictions. C'est une opposition de choses inconciliables. On admire le sacré, puis on le craint. En 1639, les Jésuites construisent un fort, moitié européen, moitié amérindien, au fond de la baie géorgienne, Sainte-Marie des Hurons. En plus de la résidence et de la chapelle, le poste comprend une boulangerie et une forge. En 1648, à la veille de la destruction de la Huronie, Sainte-Marie des Hurons abrite 19 pères jésuites, 4 frères laïcs, 23 donnés, 4 garçons, 7 domestiques et 8 soldats, soit en tout 65 personnes. La présence des missionnaires dans les différentes tribus coïncide souvent avec l'apparition d'épidémies, épidémies de variole qui vont semer la mort chez les Autochtones. On soupçonne le missionnaire d'être parfois responsable de l'arrivée de l'épidémie. Parce que le missionnaire a toujours un genre de boîte mystérieuse dans laquelle il y a ses ornements sacerdotaux, les vases sacrés et divers objets. Et le missionnaire défend aux Amérindiens de s'approcher, de toucher à cette boîte-là. Et certains vont croire que c'est dans cette boîte-là qu'est l'origine de l'épidémie. Le Père Lejeune sait se faire convaincant, mais il n'est pas facile d'expliquer certains mystères de la religion chrétienne. La transsubstantiation, par exemple, où le vin et le pain deviennent le sang et la chair du Christ.
On accusait les missionnaires d'avoir emporté un corps mort et de le cacher dans ces coffrets-là, dans ces tabernacles. Et puis, c'est le corps qui empestait toute la nation et qui détruisait les Hurons. On initie les Hurons au recueillement dans la solitude, qu'ils pratiquent déjà à leur manière, à la vision béatifique chrétienne et au récit de la mort de Jésus sur la croix. Le 15 mai 1649, une flèche enflammée frappe la palissade de Sainte-Marie des Hurons, une flèche iroquoise. La mission prend feu, c'est le début du génocide de la nation huronne. Il faut d'abord sauver les saintes espèces. Pour éviter que la chapelle tombe aux mains des Iroquois, les Jésuites y mettent le feu. Ça explique pourquoi les Iroquois, entre autres, et même des Hurons, vont s'en prendre aux missionnaires. Il y aura ce qu'on appelle les fameux martyrs canadiens, qui seront tués autant par les Hurons que par les Iroquois. Ces gens-là représentaient une menace réelle. Et on ne sait pas s'ils ont été tués parce qu'ils étaient français ou parce qu'ils étaient catholiques. Ils ont été tués parce que c'est le père Bressani qui nous donne, je pense, la meilleure raison. C'est parce qu'ils sont les alliés des ennemis des Iroquois, c'est la première chose. Mais c'est aussi en raison de leur foi, hein, parce qu'ils vont le montrer d'ailleurs dans le genre de supplice qu'ils vont infliger aux missionnaires. Baptisés, par exemple. Ils les baptisent d'eau bouillante. Les Hollandais les prévenaient d'ailleurs aussi contre les superstitions, d'après eux, des catholiques, le signe de la croix, ces choses-là. Hein, les Hollandais les avaient mis en garde contre les Jésuites. On ne peut pas reprocher aux missionnaires d'avoir essayé de convertir les Amérindiens à la religion catholique, parce que c'était leur tâche, c'était leur mission. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la France avait tout un mouvement d'évangélisation. Les Jésuites voulaient convertir des Amérindiens, comme Saint François Xavier et d'autres voulaient convertir les Chinois, les Japonais. Le mouvement d'évangélisation était, comme on dirait aujourd'hui, mondial. Il n'y a pas de distinction, remarquez bien, encore à cette époque-là, il n'y a pas de distinction tranchée entre la vie civile puis la vie religieuse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a deux pouvoirs dans une seule société, c'est le pouvoir du roi et le pouvoir des évêques. Ce travail d'évangélisation, il faut bien l'avouer, ça sera presque un échec. Comme l'a fait remarquer d'ailleurs Mère Marie de l'Incarnation. On fait plus facilement un sauvage avec un Français qu'un Français avec un sauvage. Au mois d'août 1659, Pierre-Esprit Radisson, 19 ans, et son beau-frère, 41 ans, Médard Chouard des Groseilliers, quittent Trois-Rivières pour le pays des fourrures. Le gouverneur de la colonie demande qu'un de ses hommes les accompagne. Mais des Groseilliers répliquent: « Les découvreurs passent avant les gouverneurs. Salut! » Il va sans dire que Radisson et des Groseilliers vont partir seuls. Radisson naît en France. Sa sœur Marguerite épouse Médard Chouard des Groseilliers. Capturé par les Iroquois, Radisson vit quelques années en Iroquoisie, où il apprend la langue de cette nation. On lui donne un nom indien, Oninga. Pour le moment, il file vers les forêts du Wisconsin, où il fera la traite des fourrures.
Et pour impressionner les Amérindiens de cette région, ils vont montrer leur arsenal. Radisson, d'ailleurs, dans son récit de voyage, donne la liste de ce que ça contenait. 5 fusils, 2 mousquets, 3 fusils de chasse, 3 paires de grands pistolets, 2 paires de pistolets de poche, 2 épées et 2 poignards. Nous étions des Césars et personne n'osait nous contredire. Poursuivant leur route, Radisson et des Groseilliers vont aller rendre visite aux Sioux. Ils sont les 2 premiers Européens à prendre contact avec cette tribu, une des plus importantes de l'Ouest. Après avoir passé 6 semaines dans les forêts du lac supérieur, ils vont prendre le chemin du retour, ils vont se rendre à Montréal. Ils apportent une cargaison extraordinaire, une des plus importantes depuis le début de la colonie. 60 canots chargés de ballots de fourrure. Et pour ça, ils avaient heureusement l'aide d'Amérindiens amis. Ils sont probablement les 2 premiers coureurs de bois à faire la traite des fourrures sur une si grande échelle et aider ainsi l'économie de la Nouvelle-France. Une fois l'an, Québec, Trois-Rivières et Montréal deviennent en quelque sorte des postes de traite. Les Amérindiens, entre autres les Algonquins, les Outaouais, arrivent à ces endroits-là avec des canaux remplis de ballots de fourrure. Et ils descendent leur cargaison sur la grève et commence alors ce qu'on appelle la foire des fourrures. Comment nos 2 aventuriers sont-ils devenus soudain si riches? Grâce à la peur créée par le massacre des Hurons et des Jésuites et à ses accointances avec les Iroquois, Radisson a été le seul à pouvoir faire la traite des fourrures au nord du lac supérieur cette année-là. De brûler à Radisson, la rivalité dans la traite des fourrures entre les Français et les Anglais va amener des échelles de prix différentes. Pour 8 livres de poudre, un Amérindien va payer 1 castor chez les Anglais et 4 chez les Français. Pour un fusil, 2 castors à Albany, 5 castors à Montréal. Il y a des marchandises que même les Français, tout comme les Amérindiens, vont préférer les couvertes anglaises parce qu'elles sont de meilleure qualité et elles sont de couleur rouge. Craignant la vindicte du gouverneur de la colonie parce qu'ils ont fait la traite des fourrures avec les Iroquois, Radisson et des Groseilliers se rendent à la baie d'Hudson, chez les Anglais. Ils ont une idée ingénieuse, acheminer les fourrures en Angleterre par le nouveau passage du Nord-Ouest. Ils seront ainsi à l'origine de la Hudson Bay Company. Cette compagnie va établir plusieurs postes de traite, d'abord à la baie d'Hudson, puis ensuite dans le nord de l'Ontario actuel, puis dans les provinces des Prairies, qu'elle possédera jusqu'en 1869. C'est une compagnie extrêmement importante. Elle aura aussi ses explorateurs, comme les Français l'ont eu. D'un point de vue commercial, l'idée de Radisson s'avère un succès complet. Par contre, on ne fera pas la traite de la même façon. On attendra dans les postes de traite que les Amérindiens viennent vendre leur fourrure. Cette compagnie-là, il faut quand même le souligner, existe encore aujourd'hui. On peut se demander pourquoi les fourrures de castor étaient aussi importantes, autant pour la France que pour l'Angleterre. Pour faire des manteaux? Non, mais pour faire des chapeaux. Les peaux qu'on envoyait en Europe, on coupait les poils, on faisait du feutre avec ça et on faisait des chapeaux. Au 17e siècle, on évalue entre 15 et 20 000 le nombre de peaux de castor qu'on expédie chaque année en France. Au siècle suivant, ça variera entre 200 000 et 400 000. De quoi presque vider les forêts. On frise alors presque la catastrophe écologique. Le gouverneur accuse Radisson de trahison. Les exportations de fourrure en France constituent l'item majeur du commerce de la colonie. Elles représentent souvent 70% de toutes les exportations. Il faut donc que la traite des fourrures continue au profit de la Nouvelle-France. Pendant tout le régime français, la traite des fourrures demeure l'activité commerciale la plus importante et souvent la seule.
Mais la valeur totale des fourrures expédiées en France représente beaucoup moins que la valeur de l'or que les Espagnols ont tiré de l'Amérique latine. De plus, ce sont surtout les Français, les bailleurs de fonds en France, qui ont fait de l'argent avec la traite des fourrures. Ceux qui étaient au pays ici ont eu des profits très minces. Avant 1600, un Canadien sur 2 fait au moins un voyage de traite dans sa vie. Ce qui explique l'influence que la traite des fourrures a pu avoir sur le développement du tempérament canadien. Si l'économie de la traite des fourrures a des hauts et des bas, ceux qui pratiquent la traite ont mauvaise réputation. On les accuse volontiers de tous les vices de la terre, débauche, anticléricalisme, excès de liberté, goût de la fête irrépressible, etc., etc. Mais en réalité, les coureurs des bois, en développant des relations harmonieuses avec le nouveau pays, ont servi d'exemple aux générations futures. Le coureur de bois et le bûcheron sont des frères d'armes. Celui-ci a appris, à ce moment-là, peut-être à défier l'autorité, parce qu'il y a eu toutes sortes d'ordonnances qui interdisaient d'aller faire la traite des fourrures. Il y a eu aussi l'apprentissage à une vie rude, l'apprentissage à vivre en forêt, à apprivoiser le territoire. Ce qui fait que le Canadien est apparu assez rapidement comme un type qui avait un esprit de liberté, qui ne craignait pas le danger et qui avait une résistance physique remarquable. Vers les années 1670, c'est la région au sud des Grands Lacs qui attire l'attention. Parce qu'on a l'impression que c'est peut-être par là qu'on va réussir à atteindre enfin la Chine. Il y aura Joliette et Marquette qui vont découvrir la source du Mississippi. Louis Joliette, né à Québec en 1645, enseigne l'hydrographie au Collège des Jésuites à Québec, lorsqu'en 1672, il reçoit comme mission de trouver dans quelle mer se décharge le Mississippi, le golfe du Mexique ou la mer Vermeille. Jacques Marquette est un missionnaire jésuite. Il passe un an à étudier les langues indiennes, dont le montagnais. Il fait avec Joliette le voyage de la découverte du Mississippi. Il meurt pendant l'expédition. Mais se présente un autre personnage, encore peut-être plus important, plus grand, plus dangereux, plus controversé. C'est René Robert Cavelier de la Salle. Il avait voulu devenir jésuite, mais ça n'a pas marché. Il va arriver en Nouvelle-France, se faire concéder un petit fief non loin de Montréal, un petit fief qui va être surnommé la Chine, parce que La Salle, déjà à ce moment-là, est obsédé par la route vers la Chine. René Robert Cavelier de la Salle est né à Rouen en 1643. On le trouve dans la colonie en 1667. Il veut découvrir l'Ohio pour, déclare-t-il, ne pas laisser à un autre l'honneur de trouver le chemin de la mer du Sud, celui de la Chine. Au moins, il était paranoïaque. Ça, c'est évident. Puis, il n'aimait pas les jésuites, c'est pas pour ça qu'il était fou. Il dit vouloir découvrir la mer de Chine, mais certains historiens disent que ce sont les bateaux espagnols chargés d'or qui l'intéressent. La carrière de découverte de La Salle commence en 1678 surtout. Là, il se lance vers l'ouest, il bâtit un bateau pour naviguer sur les lacs. Le bateau qui va se perdre d'ailleurs au retour du voyage, rempli de fourrure. Et puis, ce sera en 1682 seulement qu'il pourra enfin descendre le Mississippi et parvenir au golfe du Mexique. Sa résistance physique ne semble pas avoir de limite. Comme Samuel de Champlain, La Salle rêve d'un vaste empire français en Amérique du Nord, un empire qui irait de la baie d'Hudson au golfe du Mexique. Tout comme Champlain s'était occupé du peuplement de la vallée du Saint-Laurent,
La Salle espère peupler ce nouveau territoire auquel il a donné le nom de Louisiane en l'honneur de son roi Louis XIV. Il agrandit en quelque sorte le territoire presque aux 2/3 de l'Amérique du Nord. Il se rend ensuite en France pour essayer de mettre en valeur sa découverte, ce qu'il a, ce territoire-là, et aussi pour vendre ses fourrures. Il ne faut pas l'oublier, c'était non seulement un explorateur, mais comme les autres, un coureur de bois. En France, pour montrer au roi et le convaincre de l'utilité d'avoir un nouveau pays, il trace une carte où il déplace un peu l'embouchure du Mississippi pour montrer qu'elle était près du pays des Espagnols, le pays de l'Eldorado, le pays où il y a de l'or. Ça va lui jouer un mauvais tour. Il va revenir en 1685 avec quelques centaines de colons et plusieurs navires, va rater l'embouchure du fleuve, puis il va se prendre de son propre jeu. Et là, plusieurs de ces colons vont être tués par les Espagnols, vont être tués par les Amérindiens. À ce moment-là, ce qui était en vogue à la cour, c'était d'enlever aux Espagnols du Mexique leur richesse et tout ça. Alors, il va s'installer à la baie de Matagorda, sur une petite baie, et où toute sa colonie va périr de misère. Avec quelques-uns des survivants, il décide de revenir dans la vallée du Saint-Laurent, à Québec, à pied. Il a avec lui une robe de soie, lui aussi, parce qu'il s'en était fait faire une, il était tellement convaincu de se rendre jusqu'en Chine, de rencontrer des grands personnages, qu'il avait cette fameuse robe-là. René Robert Cavalier de la Salle n'avait pas que l'art de se faire des ennemis. Il était surtout un grand mégalomane. Il avait sa fameuse robe et ceux qui l'accompagnaient l'avaient surnommé le Grand Pacha. Et c'est ceux-là qui vont finir par l'assassiner. Ils vont le laisser là pour que les bêtes le mangent. Les derniers grands explorateurs pour le compte de la France, ce sera la famille La Vérendrye, dont le chef est Pierre Gauthier de Varennes, sieur de La Vérendrye. Ce sont des gens qui viennent de la région de Trois-Rivières. Ils ont fait là de la traite des fourrures. Et ils reçoivent, de la part du gouverneur de la colonie, la mission d'atteindre la mer Vermeille, c'est-à-dire celle qui conduit à la Chine et au Japon. Depuis la fin du 17e siècle, la Hudson Bay Company avait vraiment monopolisé tout ce qui touche la traite des fourrures dans les régions du Nord. Il faut trouver de nouveaux territoires riches en castors, riches en bêtes à fourrure. On croit que l'Ouest sera l'endroit. La Vérendrye a 2 missions. Trouver la mer de Chine, qui se trouverait où est le Manitoba actuel, et trouver ces nouveaux territoires. Mais il doit financer lui-même son expédition en revenant à Montréal vendre des pelleteries. En 1731, il part donc en compagnie de ses 3 fils, d'un de ses neveux et d'une quarantaine de compagnons. Passé les Grands Lacs, l'expédition rencontre plusieurs nouvelles nations amérindiennes. Les Assiniboines, les Mandanes, les Beaux Hommes, les Petits Renards, les gens de la Petite Cerise et les Sioux. Et là, il arrive souvent qu'il y a 100 ou 200 Amérindiens qui vont au-devant de ce cortège-là. Parce qu'il n'y a pas seulement 2 ou 3 personnes, ils peuvent être parfois une 50aine de Canadiens. Et là commencent de longs palabres. La Vérendrye sait, parce qu'il est un excellent communicateur, qu'il faut d'abord s'asseoir, discuter, manger, palabrer, et ensuite faire le commerce. C'est ce qu'il fait. Il va comme ça avancer de plus en plus vers l'ouest.
L'aventure va durer 12 ans, de quoi épuiser le père La Vérendrye. Ce sont ses fils qui vont continuer. Dans les prairies, des millions de bisons vivent à l'état sauvage. Les Indiens les chassent de différentes façons. Parfois, ils mettent le feu à l'herbe sèche et attaquent les troupeaux dans leur fuite. Parfois, ils se cachent sous une peau de loup ou de bison et s'approchent des bêtes pour les tuer plus facilement. Certains, montés sur des chevaux, poussent des troupeaux vers le sommet d'une falaise. Les bêtes se tuent en tombant en bas. Ils n'arriveront pas à la mer Vermeille, qui de fait est l'océan Pacifique, que les Indiens connaissaient très bien d'ailleurs. Mais ils vont arriver au mois de janvier 1743, au pied d'une frontière naturelle, d'une barrière qu'ils ne franchiront pas, les montagnes Rocheuses. Les guides indiens qui les accompagnent refusent d'aller plus loin. Et c'est là que se termine l'aventure des La Vérendrye, la dernière des grandes aventures de découvreurs du régime français. Explorateurs et coureurs de bois, tant français que canadiens, avec l'aide des Amérindiens, vont marcher près des 2/3 du territoire de l'Amérique du Nord. Ils vont prendre possession de ce territoire au nom du roi de France. Mais ce territoire-là, qui est immense, ne sera pas peuplé. Il sera occupé par des petits groupes qui vivent dans des forts, qui vivent dans des postes de traite. Partout, il y a des tribus amérindiennes. On en trouve sur à peu près tout le territoire de l'Amérique du Nord, sauf peut-être dans la région de la Nouvelle-Angleterre. Les relations seront parfois tendues et les quelques dizaines de Français ou de Canadiens qui vivent dans les forts seront toujours en état de demi-alerte, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faudra attendre les années 1730 pour que la Louisiane commence à se peupler. Il y aura un arrivage de colons extrêmement important à la fin des années 1750. Ce sont les Acadiens qui avaient été déportés. Ils iront en Nouvelle-Angleterre et de là, ils se rendront jusqu'en Louisiane. Au moment où se prépare l'affrontement final, la Nouvelle-Angleterre, les 13 colonies situées sur le bord de l'Atlantique, comptent 20 fois plus d'habitants que la Nouvelle-France. C'est vraiment des gens qui sont concentrés dans un tout petit espace, mais qui sont extrêmement nombreux, bien outillés, avec une grande industrie. La Nouvelle-France, à ce moment-là, mérite bien son titre de colosse au pied d'argile, c'est-à-dire d'un édifice tellement fragile qu'il peut s'effondrer au moindre choc. Ces commanditaires sont heureux de contribuer à la diffusion des grands moments de notre épopée.